buveurs d'eau parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter de l'absinthe ou du vin ou de la bière. Ils peuvent boire que de l'eau. La bohème est miséreuse, elle est misérable. On vit dans les soupapes des immeubles parisiens, on n'est pas des bourgeois. Il y a les hirsutes, ils sont comme l'ami Borloo, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Ils ont l'air de tomber directement du lit avec la joue froissée, le cheveu en bataille. J'aime Borloo, si jamais c'est enregistré, je lui dis, Jean-Louis, je t'aime pour ça. Parce que c'est un bohème au milieu des bourgeois. Donc je disais les hirsutes. Les hirsutes, on est déjà en 1882. Et puis il y a les je m'en foutistes. C'est de là que ça vient l'expression, je m'en foutiste. Ils se foutent de tout. Les valeurs les plus sacrées aux yeux des bourgeois sont tournées en dérision. Et puis le dernier gros poème, alors le plus somptueux, Émile Goudot va fonder les hydropathes, les hirsutes, les je m'en foutistes, et le dernier magnifique, les incohérents. Les incohérents, on est en 1886, et les incohérents, on a complètement oublié ça. Je vous dirai pourquoi on l'a oublié. C'est très intéressant de savoir comment c'est né et comment c'est mort. Pourquoi on a oublié cette bohème joyeuse. Ces incohérents en particulier, ils sont dirigés avec Émile Goudot, comme toujours, par un type qui s'appelle Jules Lévy, et ils vont organiser des bals costumés à Paris qui réunissent parfois jusqu'à 20 000 personnes. Des expositions dans lesquelles les gens se pressent de telle sorte que les rues de Paris sont bloquées. Dans ces expositions des incohérents, et là je passe au deuxième grand point après l'historique, qui est le type idéal. Et ça c'est beaucoup plus important et beaucoup plus drôle, le type idéal. Eh bien dans ces expositions des incohérents, qu'est-ce qu'on expose? On expose des objets absurdes qui sont destinés à choquer le bourgeois. L'humour est un humour anti-bourgeois. C'est les deux thèmes clés avec la jeunesse. L'humour pour installer un décalage avec la banalité et l'ennui de la vie bourgeoise, avec la vie quotidienne. C'est la fonction principale de l'humour. Et donc l'humour est inséparable du côté anti-bourgeois de la bohème. Cheveux longs, gilet rouge. Et qu'est-ce que c'est que cet humour? Eh bien, on va exposer les premiers objets qu'on appellera plus tard surréalistes, incohérents, on dit à l'époque. Des objets absurdes dont la principale destination est de choquer le bourgeois. Qu'est-ce qu'on met dans ces expositions? Et ça les fait hurler de rire. Le pape du fumisme, c'est Alphonse Allais, qui est présent aussi dans tous ces groupes. Chez les hydropathes, chez les incohérents, les je m'en foutistes, les hirsutes, on retrouve toujours Émile Goudot, Alphonse Allais. Et Alphonse Allais, qui invente le fumisme, eh bien, il va fabriquer des objets avec ses amis, il y en a 1000 autres, mais des objets qui, encore une fois, sont destinés à choquer le bourgeois. Il invente des peignes pour chauves, des balançoires de murs pour calmer les enfants turbulents. Il invente un objet que j'adore, qui est un aquarium en verre dépoli pour poissons timides. Et ça les fait beaucoup rire. Et quand les bourgeois passent à proximité, ils entonnent un air, lui aussi appelé à une longue postérité. C'est l'air du tout fout le camp. Ah, regardez, ma bonne dame, à quoi qui ressemblent les jeunes d'aujourd'hui. Ces deux airs sont, là aussi, les deux faces d'une même médaille. L'air du déclin de l'Occident d'un côté et l'air de la bohème joyeuse anti-bourgeoise de l'autre. Alors Alphonse Allais, moi je l'aime beaucoup parce qu'il n'invoque pas simplement cet aquarium en verre dépoli pour poissons timides, mais je vous le disais tout à l'heure, il invente les premiers monochromes. En fait, il y a un de ses amis qui invente un tout premier monochrome avant lui, qui est le fameux Combat de nègre dans un tunnel la nuit, qui est donc un monochrome noir. Alphonse Allais répond aussitôt par un autre monochrome rouge, qui s'appelle la cueillette des tomates au bord de la mer Rouge par les cardinaux apoplectiques. Et là aussi, ça les fait beaucoup rire, c'est des gamins. Bon. Et vous voyez que là, Yves Klein n'inventera rien, Malevich n'inventera rien, tout ça est déjà fait, mais sous les espèces de l'humour, avec un projet qui, encore une fois, est le décalage avec la vie bourgeoise. Et puis, Alphonse Allais, toujours lui, avec son ami qu'on appelle l'illustre Sapet, qui s'appelle en vérité Bataille, eh bien, ils vont inventer toutes sortes de slogans, toutes sortes de blagues. Ils font des blagues de potache, ils mettent les lits de leurs amis qui ont trop bu, ils les mettent au milieu du boulevard Saint-Michel. Enfin, 1000 bêtises qu'on fait à cet âge-là, mais ils inventent aussi toutes sortes de slogans drôles. Par exemple, quand on demande à Alphonse Allais comment il voudrait mourir, Alphonse Allais répond à 99 ans, tué par un mari jaloux. Il invente, j'adore celle-là,
il invente une définition de la niche fiscale. La niche fiscale, le seul endroit où le contribuable n'est pas traité comme un chien. Il invente, j'adore celle-là, la plus belle de toutes, mais il faut, enfin, c'est quand même très fin comme esprit, celle qui va venir. Je trouve que c'est la plus belle, mais je ne sais pas si ça vous parlera. Il a cette phrase magnifique. Le caoutchouc est un matériau merveilleux, n'était son élasticité qui le rend impropre à de nombreux usages. Celle-là, je la trouve parfaite. Et puis, bon, évidemment, aussi, quelquefois, c'est moins réussi. Par exemple, tous les ours naissent bruns. Mais en vieillissant, comme les humains, ils blanchissent, ils prennent des cheveux blancs. Et alors, on ne sait pas pourquoi, mais ils se dirigent vers l'Arctique. Et là, on dit qu'ils sont à l'Arctique de la mort. Donc là, c'est le genre de blague. C'est pour vous donner l'idée du monde de l'époque. À l'époque, ça les fait énormément rire, évidemment, parce qu'on s'ennuie à mourir. Pensez, on est sous l'Empire, Napoléon, ou au tout début, la Troisième République. Mais vous savez, la Troisième République, n'oubliez pas que c'est aussi le massacre de la Commune, des communards, en 71, par Thiers et MacMahon. Tout ça n'est pas très réjouissant à Paris, c'est une vie extrêmement dure. Vous savez, la Commune de Paris, c'est des milliers de morts dans la semaine de la Commune. Et c'est, n'oubliez pas qu'on fusille des enfants de 5 ans. Donc c'est ça l'atmosphère du Paris de l'époque, et par rapport à ça, que ce soit par rapport à Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe ou Napoléon, ou même les débuts de la Troisième République, évidemment, on ne peut pas se remettre dans l'atmosphère de l'époque, mais cette atmosphère bohème, elle est juste totalement folle. C'est 1000 fois plus subversif que tout ce qu'on réinventera en 68. Alors les traits de la bohème, le petit idéal de la bohème. D'abord l'humour. Et je vous disais qu'il y a des bals costumés. À l'entrée des bals costumés, il y a des jeunes gens, des bohèmes, qui se sont déguisés en académiciens. C'est leur bête noire, les académiciens, qui s'enfuient en hurlant quand les bohèmes arrivent. Et puis les dames se déguisent. Alors il y a par exemple des dames qui sont déguisées en salade japonaise. Ça ne vous dit pas grand-chose. Si on n'a pas l'affiche, on ne voit pas ce que c'est. Et puis il y a des dames qui arrivent toutes nues, ce qui à l'époque est absolument passible de la prison. Et elles ont découpé des gros titres de journaux, mais significatifs. Alors je vous laisse imaginer, il y a le gagne-pain par exemple, il y a le chat noir, et évidemment là aussi à l'époque c'est totalement inimaginable, c'est en décalage mais absolu avec l'ambiance. Beaucoup d'entre eux évidemment, presque tous vont passer quelques jours ou quelques semaines, parfois quelques mois en prison. Donc l'humour. Fonction principale de l'humour, installer une rupture avec la vie bourgeoise. 2, le côté anti-bourgeois, encore une fois, le contre-modèle, c'est M. Prudhomme, mais c'est aussi tous ces rois, tous ces empereurs qui se succèdent dans l'Europe de l'époque. 3e point, la jeunesse. Je l'ai déjà évoqué, la jeunesse avec le look qui va avec. La pilosité, c'est très important cette affaire de barbe, de cheveux, ça revient mais constamment dans la littérature bohème de l'époque. Par exemple, voilà. Théophile Gautier, c'est dans les souvenirs de Gautier, texte absolument génial. Dans l'armée romantique, comme dans l'armée d'Italie, tout le monde était jeune. Les soldats, pour la plupart, n'avaient pas atteint leur majorité. Et le plus vieux de la bande était le général en chef, âgé de 28 ans. C'était l'âge de Victor Hugo. C'est au moment où il crée la bohème du Doyenné, donc dans les années 1829-30. Et puis, regardez comment, ou écoutez plutôt comment Gautier va décrire la bataille d'Hernani. Et d'ailleurs, il écrit mais merveilleusement. C'est un écrivain hors pair. Oui, nous les regardons, il raconte comment les jeunes ils sont arrivés avec Pétrus Borel, avec Gérard de Nerval, et ils regardent l'Académie française tout entière réunie pour siffler Victor Hugo. Oui, nous les regardons avec un sang-froid parfait, toutes ces larves du passé et de la routine, tous ces ennemis de l'art, de l'idéal, de la liberté et de la poésie, qui cherchaient, de leurs débiles mains tremblotantes, à tenir fermée la porte de l'avenir. Là, vous avez toute la mythologie bohème là.